si on n'est pas conscient et si on ne choisit pas consciemment de faire ça, on passe à côté de soi-même. Salut tout le monde et bienvenue à Trio Psycho, toujours en shorts. J'aime ça. Directement, évidemment, de Los Angeles. On vient faire plaisir à... En fait, on rend visite au docteur. Attends, faire plaisir, de quoi tu parles? C'est toi qui étais comme « On va aller pour le prochain tournage! » Exactement. Moi, tant que je peux courir en shorts, j'étire le moment. Bon, fait que ceci étant dit, effectivement, c'est bien le fun de tourner ici avec la belle lumière chaude 20 degrés, et la température. 20 degrés, un 16 décembre. Oui. Exactement. Ça se prend bien. Ironiquement, sur notre rue, il y a plus de décorations de Noël que sur les rues montréalaises. C'est un message que je passe. C'est quand même vrai, ça. Oui. Ouais. Non, je te jure, ça est frappant. Oui, les gens aiment ça. Ouais. Et tout ça pour dire que ça nous fait du bien à notre Santé Mais quel lien! Man, si on n'est pas rendu des génies Ben en cette troisième saison, man. Hein? Je capote, Marc. T'es rendu un animateur de feu. Mais en fait, juste pour mettre les choses en place 2 secondes, parce que c'est vraiment drôle, là, on se parle à chaque vendredi, on se fait des meetings, ces voyages-là sont là organisés, mais évidemment, les sujets qu'on va aborder sont évidemment sur le top de la liste. Et à un moment donné, Marc, il dit, ça vous tenterait-tu qu'on fasse comme sujet la santé mentale? Et il y a eu comme un silence de, ben oui, mais ça aurait dû être le premier, tu sais. C'est vrai. Mais on a tout fait comme « Oh, wow! » C'est tellement vaste, la santé mentale, que finalement, on a parlé que de santé mentale dans tous nos sujets. Ouais. Mais là, c'est le sujet. Le thème, c'est la santé mentale plutôt qu'un détail de... Ouais, quelque chose d'un peu plus précis, concis. Mais Ouais. c'est quand même un sujet très important. Puis en plus, tu as dit que tu avais plein à faire à comme... Ouais, il y a des choses. Je suis allé chercher des idées nouvelles un petit peu. Peut-être qu'on peut quand même dire que la santé mentale, ça concerne avant tout quoi? C'est quoi votre définition, vous, de santé mentale? Quand vous pensez à votre santé mentale? Si je pense... c'est ben, tu sais, c'est comme une question si simple, mais c'est quand même difficile à répondre. Puis la santé mentale, je veux dire, c'est quelque chose qui touche absolument tout le monde. Personne s'en défait, comme notre santé physique, tu sais, c'est la santé globale, point. Ouais. C'est la santé d'une personne. Par contre, une bonne santé mentale, c'est pour moi, être à l'écoute d'autant mon corps que mes pensées, puis d'être aligné avec ma conscience, tu sais, d'être connecté avec une certaine conscience. Ouais. C'est le premier critère, c'est celui du bien-être. Ouais. Hein, ça, je pense que... Ouais. Et puis, ça se décline de la façon suivante. Actualiser son plein potentiel. Il y a ça aussi dans la santé mentale. La capacité, finalement, d'accéder à tout ce que tu es sans interférence, sans limite. On comprend bien ce que... OK. J'imagine qu'on va définir tantôt interférence parce que tu viens d'ouvrir une porte que je trouve hyper intéressante. Interférence, justement, tous les troubles psychiques ou les difficultés, dépression, anxiété, tout ce qui peut altérer, tout ce qui peut affecter ta capacité à vraiment aller dans toutes tes ressources intérieures. Ouais. Et des obstacles qu'on s'impose de par nous-mêmes aussi. Ben, en fait, c'est ça. C'est des blocages. C'est des blocages, ça concerne aussi la capacité à faire face au stress. C'est un signe de santé mentale. Quand on n'est plus capable de faire face au stress, à ce moment-là, on développe une anxiété, donc tous les troubles associés au stress notamment. Il y a aussi la capacité à travailler de façon productive. C'est inclus dans la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire vraiment cette contribution sociale. Donc, ça aussi, on voit bien, quelqu'un qui va bien, c'est quelqu'un qui a des projets, peu importe qu'on parle de travail ou de réaliser toutes sortes de projets. Qui a un feu. Qui a quelque chose, une pulsion de vie, tu sais. Exact. Mais en fait, moi, je pense, j'ai l'impression que si on parle de santé mentale, les gens se disent, on peut-être l'imaginaire de quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, est toujours comme balancé, c'est vraiment sur une espèce de... Mais c'est pas ça, tu le dis, c'est qu'évidemment, quand tu as des hauts et des bas, des journées qui tu vas moins bien, c'est des symptômes dépressifs, c'est d'être capable de les remarquer, tout à fait. Et les régler, ou te diriger vers quelqu'un qui peut t'aider. C'est ça, la santé mentale, c'est d'être vraiment libre de vie, non seulement de s'y
s'écouter, mais d'être connecté. Je pense que c'est bien de dire ça aussi parce que on n'a pas de pression à se mettre avec « je devrais être toujours bien ». Parce que souvent, les gens se disent ça. Je devrais être toujours bien, un peu comme dans les relations de couple, ça devrait être toujours simple. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est je fais face aux fluctuations de la vie, aux fluctuations normales de la vie, puisque la vie nous met toujours au défi de quelque chose, mais je vais chercher les ressources. J'ai pas besoin d'avoir toutes les ressources. J'ai besoin de savoir comment aller les chercher et me mettre en action. Mais je suis quand même curieuse de continuer parce que peut-être qu'on va toucher ça, mais c'est ça, c'est en rapport avec ta perception puis ton ouverture à ce mouvement-là, qu'il soit bon, considéré comme négatif ou positif. Ouais. Et en fait, ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est que il y a quand même quelque chose de réel dans l'absence ou une moindre santé mentale, c'est que la personne ne fonctionne plus. Mm-hmm. Hein, donc ça, c'est quand même un signe assez objectif, hein, factuel. Si le matin, j'arrive pas à me lever ou je me réveille et j'ai envie de pleurer, je suis incapable de fonctionner, là, on est dans autre chose que simplement, tu sais, la différence entre, par exemple, la dépression ou entre une tristesse, tout le monde vit des tristesses, et la dépression où je suis tellement affecté que je ne peux plus rien faire, je suis incapable de fonctionner. Donc, il y a cette dimension-là aussi, en fait. Mais il y a aussi la dimension simple aussi des fois où tu peux avoir juste une mauvaise journée, ça veut pas dire que t'as pas une bonne santé mentale. Non. Parce que je veux répéter. On parle pas de ça. Non, on parle d'un inconfort constant ou du moins répétitif. Ouais, qui altère ton fonctionnement habituel. C'est-à-dire, j'allais au travail, je suis incapable de travailler, j'avais des relations sociales harmonieuses, je suis incapable de nourrir des amitiés, je me mets en retrait social, je m'isole. Donc là, on est dans des signes d'une santé mentale qui est altérée. Est-ce que vous savez que les principales difficultés liées à la santé mentale, une d'entre elles, la stigmatisation, c'est-à-dire donc les idées reçues et les jugements qu'on peut vivre dans la société. C'est bon, ça. Ouais. C'est pas juste pour les... On peut utiliser ça pour un terme, pas juste pour les yeux. Fait que c'est c'est une perception qui est décalée de la réalité. Oui. La stigmatisation, c'est je fais partie d'un groupe, quel qu'il soit, et je suis discriminé parce que je fais partie de ce groupe. Ça peut être lié à toutes sortes de choses, mais il y a quelque chose qui, dans la santé mentale, hein, qui peut affecter les gens, c'est le jugement des autres, le jugement social. Donc, il y a des gens qui sont plus sensibles à ça aussi. Plus sensibles, mais personne aussi ne l'est pas aucunement. Je veux dire, on l'est tous à un certain degré différent. Ouais. Est-ce que vous avez des idées préconçues, des jugements sur la santé mentale? Donc, par exemple, quelqu'un qui souffrirait d'un trouble de santé mentale, est-ce que vous avez un certain regard, un certain jugement, ou est-ce que vous avez l'impression que vous ne jugez pas dans ces cas? Puis maintenant, je pense que la génération de Livia est arrivée au bon moment d'être capable de détecter ça et d'en parler ouvertement. Moi, j'ai une génération où, quand j'avais 20-25 ans, son âge, quelqu'un qui était souvent down, c'était « reviens-en un moment donné, c'est quoi encore son problème? » Il y avait beaucoup moins de sensibilisation. Aller voir un psy, c'est pour les fous, ce genre de phrases. Ça a duré quand même longtemps. Pas cette indifférence-là, mais cette espèce de... C'est ce qui empêche beaucoup les gens d'aller chercher de l'aide. Savais-tu? 100%. Non, mais ce que je m'en ai dit, c'est que c'est vrai, tu sais, maintenant, la neurodivergence, c'est quelque chose de beaucoup plus... Accepté, mais aussi compris, puis c'est apporté d'une manière beaucoup plus normale, comme normalisée, tu sais. Chose que comme... En fait, je pense que il y a des beaux côtés puis des mauvais côtés aux réseaux sociaux, mais je pense que l'hyperconnectivité a fait en sorte que on a été plus les réalités ont été affichées ou dévoilées un peu plus, tu sais, fait que ça fait en sorte que comme moi qui au primaire super neurodivergente me sentais un peu à part, ben maintenant je le sais que je suis absolument pas la seule. Fait qu'il y a ça, oui, quand tu parles de jugement, tu sais, il y a le comme de le jugement autant propre à soi que aux autres, de comme autres. Oh mon Dieu, je suis tout seul, genre je suis une bestiole, il y a pas de solution. Ouais, on voit que en fait d'abord il y a de moins en moins d'accès aux services. Donc ça aussi en termes de santé mentale, quand quelqu'un est dans le besoin, ça surajoute à sa difficulté. Et puis il y a Mais juste parenthèse, c'est quand même signe que les gens en prennent de plus en plus conscience aussi. Oui.
Oui, il y a un double mouvement, en fait. C'est ça le paradoxe, c'est que on dit aux gens, allez consulter, c'est normal, allez chercher de l'aide, etc., des groupes de soutien, et en même temps, quand les gens cherchent, ils disent, ben, OK, maintenant je voudrais, mais je trouve rien. Ouais, mais ou je trouve peu, en tout cas. Exact. Tu sais, moi, ma théorie est plus que j'ai été une des premières, tu sais, comme au Québec, à parler de, comme, ben non, mais je suis pas pionnière, là, dans le sens où c'est pas ça le point de mon message, mais tu sais, comme, quand j'avais genre 15 ans, j'ai parlé de psychologie puis de thérapie puis blabla, puis les gens étaient comme, oh my god, Liv, merci d'en parler à voix haute. C'est récent, tu sais, qu'on en parle un peu plus, comme, ouvertement, presque même de manière banale, parce que c'est normal. On veut que ce soit normal, la consultation, puis on veut que ce soit moins intimidant. Par contre, c'est comme dans tout, tu sais, tout part de la maison. Tout part de la valeur initiale de la personne. Ouais. Elle n'aurait pas besoin nécessairement... On n'aurait pas un aussi gros besoin de consultation puis autant d'engorgement dans les services sociaux en ce moment si initialement on avait pris la cause à la base. Absolument. T'sais? Ouais. Moi, je sais que ça a été vraiment un des points qui a fait en sorte que je suis allé vers les réseaux sociaux. Que depuis des années sur Facebook, moi, ma page Facebook, ça n'a rien de personnel. C'est que professionnel. Et l'idée, c'est ça, quoi, en fait. C'est qu'il faut en parler, il faut démystifier, il faut montrer aux gens, en fait. Oui. Mais oui. C'est ce qu'on fait aussi dans le podcast. Hein. Ça a été vraiment un gros point du podcast. On l'a tout de suite considéré comme un podcast en santé mentale. Tu sais, moi, à chaque fois que je parle du projet, la réaction est toujours la même de « Oh mon Dieu, quelle bonne idée! Oh mon Dieu, que ça va faire du bien! » Tu sais, même si on est rendu à l'épisode, on est dans la vingtaine, je pense, ou c'est pas... Mais au moment où on tourne... Ça fait pas longtemps qu'on a commencé à diffuser, puis je regarde l'engouement et les commentaires. Et je sens déjà aussi, je dis pas que c'est parfait, mais je sens qu'il y a encore cette inhibition-là est tombée, cette espèce de manque d'inhibition. En fait, c'est pas d'inhibition, c'est peut-être pas le mot que je cherche, mais les gens m'en parlent pas en secret en disant « Hey, sais-tu quoi, je suis content que vous avez fait ça parce que moi, je pense que ça... Mon Dieu, que ça va aider le monde. Mon Dieu, qu'il faut qu'on en parle. » Comme moi, j'ai fait. Puis moi, j'ai commencé... Tu sais, il y a quelque chose... Ça a mis comme la lumière sur quelque chose. Je me dis, on vient de franchir une étape de plus. Ouais, mais je pense qu'en fait, c'est ça le but, tu sais. C'est de trouver des initiatives qui sont pas nécessairement offertes par des groupes de soutien tels que comme gouvernemental puis blabla. Tu sais, c'est de trouver des nouvelles routes pour justement, comme tu viens de le dire, démystifier, informer. Ouais. Puis... Oui. On est quand même, je veux dire, je pense que Statistique Québec ou Statistique Canada, pardon, en 2023 disait que il y a 40% des gens qui exprimaient avoir souffert d'une baisse de santé mentale, d'une difficulté liée à leur santé mentale, vraiment d'une difficulté à fonctionner à cause de leur santé mentale. C'est majeur quand même. C'est majeur! 40%, tu me dis? Ouais. Est-ce que ça se peut aussi que, comme évidemment, c'est un sujet dont Canada 2023, je l'ai là, 2023, Statistique Canada, détresse psychologique importante au cours de l'année en cours. Donc, ben non, c'est de quoi qu'on sort aussi, fait que ça aide pas non plus. Là, je veux dire, il était hyper affecté. Tu sais, je pense qu'au-delà de la pandémie, comme je l'ai dit dans le questionnaire, d'ailleurs, si vous voulez aller voir le questionnaire, allez-y. Mais dans le questionnaire, je dis exactement ça. Tu sais, ça part d'un oubli, ben comme même pas d'un oubli, mais genre d'une ignorance complète de cette dite santé mentale, tu sais, pendant des millions d'années, là. Millions. Ben! Depuis le début des temps, moi, je trouve qu'on n'a pas vraiment fait attention. Parce que ça a évolué. Mais c'est vrai qu'on a d'abord pensé au corps. Entre se faire courir après par un mammouth puis un tigre à longue dents, c'était pas un peu dur de voir comment je me sens, est-ce que mes sentiments sont invalidés à travers ça? Mais on est beaucoup c'est vrai qu'on a beaucoup été d'abord dans l'approche du corps et du corps physique. Ouais. Et après, en fait, on a considéré justement le psychologique, le psychique. Et, donc, il y a quand même... C'est vrai qu'il y a... On a ce réflexe. D'ailleurs, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On va pas se dire, bah tiens, je vais réfléchir à mes émotions. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et on cherche à comprendre. On surinvestit le mental, en fait. Il y a quelque chose que j'ai... je fais de la thérapie par hypnose, là. Je fais de l'hypnose, puis...
justement, mon hypnothérapeute, elle m'a dit exactement ça, c'est que pendant tellement longtemps, on a donné le pouvoir à autrui, tu sais, à Dieu, à n'importe quelle croyance. Au médecin. C'est ça. On donnait tellement le pouvoir à autre chose, puis à qu'est-ce qui était comme, tu sais, un peu plus genre tangible, là, de le mettre sur, justement sur comme, de le blâmer sur notre corps, sur ci, sur ça. Puis là, maintenant, justement, on est un peu plus... Corps-esprit, donc une approche plus holistique, ouais. Exact. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que ça se peut justement comme, parce que c'est évidemment le sujet de l'heure, on apprend, on apprend à se connaître à travers ça, on apprend à connaître justement notre situation, notre santé mentale qui des fois... Puis, j'essaie d'aider les gens un peu vers ça, où ce que, tu sais, quand ça fait 2-3 jours que tu files pas, de pas paniquer en disant, mon Dieu, est-ce que ma santé mentale va mal? Est-ce que je suis en dépression? Tu sais, je veux dire, ici, c'est le fun d'avoir des outils, puis les outils sont disponibles, puis justement, on essaie d'aider à en donner des références aussi, tu sais, mais c'est un peu ce que je disais tantôt. C'est correct d'avoir une mauvaise journée, surveille-la, voir combien de temps que ça dure, trouve la source, mais c'est ce qui est le fun à un moment donné. La beauté de ce que je vois présentement, c'est l'évolution de gens qui apprennent à se connaître pour être capables de justement éteindre les feux. Et à identifier les signes intérieurs notamment. S'il y a vraiment un changement drastique par rapport à un fonctionnement habituel, à ce moment-là, on peut commencer à se questionner si ce changement-là, il affecte la qualité de vie et si il dure et en temps et en intensité. Pour moi, c'est 2 critères qui sont vraiment importants. Si la vie fait perpétuellement et perpétuellement... Tout le monde ensemble! Si la vie est perpétuellement une suite de très haut, très bas, très haut, très bas, et on ne touche pas cette constance qui fait que on se sent bien au quotidien, à ce moment-là, c'est à questionner aussi. Mais je pense aussi, tu sais, moi, en tout cas, de ce temps-ci, je vis une période où je suis hyper connectée avec tout mon être. Puis, oui, effectivement, c'est pas parce que tu passes 2-3 journées qu'il faut que tu t'affaisses puis que tu te mettes à dire que ça va mal. Mais pour de vrai, moi, de ce temps-ci, j'en ai pas vraiment de mauvaises journées. J'ai des journées qui sont un peu plus rough, genre perdre mon ordinateur à l'aéroport. Ça, c'est rough, mais la manière que je le prends à cette heure, c'est justement ça, c'est que je suis tellement consciente puis en contrôle de mes actions puis de mon être puis de ma compréhension que, au final, il y en a pas, tu sais, comme... Oui. Fait que oui, si t'as une mauvaise journée, 2, 3, 4, 7... C'est peut-être parce qu'il y a un blocage à quelque part. Oui, il y a quelque chose en tout cas à faire pause et regarder ce qui se passe. Je reviens sur ce que tu dis par rapport au mot contrôle, parce que pour que les gens comprennent bien, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand on parle de contrôle, dans ce que tu décris, c'est du contrôle sain. Je suis tellement contente que tu dises ça parce qu'effectivement, pour moi, le mot contrôle, mon speech à moi, puis de ce que je peux comprendre dans le tien, c'est super important, mais effectivement, des fois, il y a comme une mauvaise conception de ce terme-là, parce que les gens disent contrôle, être contrôlé, ça c'est comme une limite, c'est comme, mais au contraire, le contrôle dans ces cas-là, c'est le contrôle sain de notamment ses émotions, de ce qui est acceptable, de ce qu'on peut changer ou pas. Et alors c'est sûr que tu peux te rendre malade toute la journée parce que tu as perdu ton ordinateur versus ça me dérange. Et c'est adapté comme émotion. Ça me dérange que d'avoir, vraiment, c'est pénible. Je dois réévaluer mes choses. Mais en même temps, j'accepte. Je fais un appel à l'aéroport. J'essaie de faire ce que je peux faire. Et ensuite, je passe à autre chose. Et c'est vraiment la meilleure des attitudes. On a tendance à rester accroché au négatif. Et on a tendance à se perdre dans le négatif 100%. aussi. Je sais pas si, parce que, évidemment, on tourne le podcast puis les questionnaires souvent pas la même journée. Mais on reste habillé pareil pour être raccord. Puis je me sais pas dans quel segment hier où on se disait que justement des fois l'art de ruminer. Ouais, la rumination. Puis moi je veux dire, tu sais justement Olivier est un bon exemple. Elle a perdu son ordi, bien géré, m'en rappelé, Moi présentement, si c'était mon cas, pendant que les deux vous parlez, j'aurais de la... Tu comprends-tu? Je suis allé courir un matin, ça m'aurait envahi jusqu'à temps que je trouve une façon de... je sais pas si on voulait en parler ici ou justement dans l'autre. Je pense un bon signe de santé mentale, en tout cas, c'est la capacité à lâcher prise, quoi. C'est la capacité à un moment donné à dire, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais faire dans la vie en général. Maintenant, le reste ne m'appartient plus, quoi, en fait. Puis qu'est-ce que j'en tire de cette dite
situation-là. Ouais, c'est surtout un ça. enseignement pour la fois suivante. Peut-être que la fois suivante, tu vas être différemment vigilante, puis que tu vas faire attention, puis que et c'est ça l'idée, quoi. J'apprends de mes épreuves de vie. Mais c'est 100% ça, en fait. Tu sais, comme pendant tellement longtemps, je me suis apitoyée sur mon TDAH, mettons, hein, parce que je perdais tout, puis blablabla. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic, puis j'ai fait comme « Hey! » J'ai plus envie d'avoir ce speech-là. Fait qu'est-ce que je peux faire pour ne plus l'oublier, mon ordinateur ou quoi que ce soit, mon horaire, des affaires importantes, tu sais. Mais si je peux aussi parler de deux choses qui sont comme... qui ont été des révélations un peu dans les dernières semaines, c'est la création d'espace entre mon être et mes émotions et mes réactions. Tu sais, créer de l'espace et ne pas t'identifier à tes émotions. J'adore mes émotions, don't get me wrong, ça fait de moi, tu sais. Puis ils sont importantes, ils m'apprennent des choses, ils me dirigent, ils m'organisent, blablabla. Mais je ne suis pas mon émotion. Non. Non, d'ailleurs, le propre d'une émotion, c'est d'être passager. Donc, ça veut dire que ça te donne une indication sur ce que tu vis à un moment donné, ce qui mérite d'être réfléchi aussi, une confrontation intérieure, quelque chose qui bouscule tes valeurs. Une fois que le message est compris, l'émotion disparaît. Là où c'est plus problématique, c'est le fait de ne pas accorder de crédit aux émotions, de ne pas comprendre leur message et de les éviter ou de les négliger. Elles ne disparaissent pas à ce moment-là. Elles sont refoulées. C'est un mécanisme de défense en psycho. Mais elles vont continuer à s'exprimer d'une façon qui est moins évidente pour la personne, mais qui va affecter son fonctionnement global. Donc, on est dans la santé mentale. L'idée des émotions, c'est exactement ça, c'est de se dire, moi je le dis souvent, mes émotions sont mes alliés. Ben oui, tellement, puis si je peux, ça va être un petit... J'aimerais savoir ce que tu en penses de ça aussi. Ben, en fait, c'est drôle parce que l'idée qui venait en tête, moi, c'était que... Non, mais je connais tellement mon sujet d'aujourd'hui que je peux y revenir. Tu vas revenir, d'accord. Est-ce que tes émotions sont tes alliés? Non, mais sérieusement, oui, maintenant, en fait. Est-ce qu'ils sont mes alliés? Des comprendre. Est-ce que tu trouves est-ce que quand tu vis une émotion, ton réflexe, c'est de te dire, tiens, message. Toujours. Je fais pause et j'écoute. Trouver la source. Ou, trouver le message. Oui. D'accord. En fait, oui, trouver le message, oui, comme de fait. Après ça, trouver la source de pourquoi est-ce que je pense comme ça vient de où, pourquoi je me sens comme ça. Et ça, c'est important, ce que tu dis. Je t'interromps 2 secondes. Non, mais vas-y. Parce qu'en fait, ce qui est beaucoup plus important par rapport aux émotions, c'est de comprendre de reconnaître que l'émotion est là, de la gérer, et ensuite de comprendre ce qu'elle veut dire, mais jamais l'inverse. Et c'est souvent ce qu'on fait l'inverse, ce que je disais il y a là tout de suite, c'est qu'on a tendance, quand on ressent quelque chose, à se dire « Ah bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas ?» Et on cherche, et on investit vraiment le cognitif, l'intellectuel, au lieu de se dire « Ah, je ressens une émotion, agréable ou désagréable ?» Désagréable. Qu'est-ce qu'elle veut dire, désagréable, alors avant de trouver ce qu'elle veut dire, il faut la réguler. C'est toujours 100%. ça. C'est toujours ça. Et c'est vraiment le réflexe qu'on n'a pas. Et moi, je le dis systématiquement en thérapie, systématiquement avec les couples. Arrêtez de discuter du contenu quand vous êtes énervé, triste. Gérez d'abord l'émotion. Calmez-vous, apaisez-vous. Ensuite, vous direz, OK, là, je suis calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on cherche à comprendre. Mais si vraiment les gens peuvent repartir aujourd'hui avec quelque chose qui a un impact énorme sur la santé mentale, c'est quand vous ressentez une émotion, n'essayez pas de la comprendre, essayez plutôt de la réguler, donc de revenir à un état de calme. Parce que ce qu'on sait sur le plan strictement neuropsychologique, c'est qu'à partir du moment où une émotion est calmée, on peut investir nos fonctions intellectuelles pour réfléchir. T'as la vraie vision de... Justement, c'est ça. Parce que je pense que lorsque quelqu'un éclate, c'est pas forcément représentatif. En fait, c'est représentatif de ce que tu vis, mais c'est pas la vraie émotion. Ce que je me trompe, c'est la pointe de l'iceberg. Tu sais, je veux dire, si échapper un essai t'a fait péter une coche, honnêtement, tu te rends compte que non, c'est l'accumulation de ce que tu as vécu aujourd'hui. Mais si on retourne un petit peu plus loin, parce que quand tu m'as posé la question tantôt, moi, ce que je me disais, tu sais, on vit tellement dans une société où la mise en forme
est mise de l'avant. Heureusement, c'est une bonne chose. Et n'importe qui pratique un sport, c'est le fun de voir tes performances s'améliorer. Mais je pense que la psychologie est ça aussi. Oui. Le plus vite que tu peux éteindre un feu, le plus vite que tu peux identifier. C'est un sport. Exactement. Mais c'est un sport. Et il y a quelque chose d'encourageant pour ceux qui, des fois, qui ont ce blocage-là de dire, mon Dieu, aller chercher de l'aide, mon Dieu, je vois ça grand. C'est une bonne idée, c'est vrai. C'est d'être capable d'identifier tout ce qu'on parle depuis tantôt, d'être capable de le régulariser, comme tu dis. C'est bien encourageant. Tu peux donner, comme le karaté, tu peux partir de ceinture blanche à ceinture noire. C'est vraiment ça. C'est vraiment un réflexe à développer. C'est ce que tu expliquais aussi. C'est ce que tu fais de plus en plus. Mais si on n'est pas conscient et si on ne choisit pas consciemment de faire ça, on passe à côté de soi-même. Ben, le deuxième truc que je voulais mentionner quand on parlait de création d'espace, c'est un peu ça, tu sais. C'est, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a mentionné dans le questionnaire, mais c'est la réorganisation de mon autoroute neuronale, tu sais. On parle de réflexe, c'est exactement ça. Quand je vis une émotion maintenant, tu sais, je sais qu'on vit dans un monde, c'est mon speech souvent, là, mais comme on vit dans un monde qui va à 100 000 à l'heure, puis on a justement pas pris l'habitude ou le réflexe de s'asseoir, de se comprendre, de le vivre aussi, parce que si je peux aller dans un peu plus comme quelque chose de personnel, récemment, je suis plus en couple depuis quelques temps et tu sais, ça vient avec un gros set d'émotions, ça. Puis j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de rester à la maison, tu sais, de faire du télétravail. Mais ces 2 semaines-là où j'étais en peine, tu sais, comme en perte. En peine d'amour. En perte, ouais. Parce que autant, tu sais, quand t'es en peine d'amour, genre, tu réalises autant des pertes personnelles que des pertes, tu sais, qui viennent avec perdre l'autre personne. Mais bref, c'est pas ça le point. Mais je me rappelle avoir fait comme, OK, là, je suis rendue à un point où si je ressens quelque chose, c'est parce que c'est dans mon corps, ça fait partie de ma personne. Fait que je m'assoyais sur mon tapis de yoga, puis si c'est parce que je pleurais, ben je le pleurais puis je la vivais, mon émotion, jusqu'à ce que mes pleurs arrêtent puis que là, je fasse, OK, comment est-ce qu'on rationalise la situation, tu sais? Si je sens ça, c'est qu'il y a un blocage à quelque part, qu'est-ce qui veut dire ce blocage-là? Mais vraiment, là, j'ai vu une grâce, cette compassion-là que j'avais pour moi de me donner la permission de vivre mon émotion a tout changé. Oui, bien sûr. Tout changé. Ben oui. Life changing. Genre, effectivement, si je reviens au point de comme, si on peut partir avec quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment, là, le pouvoir de la compréhension est tellement sous-estimé puis du ressenti, tu sais. L'émotion, comme tu dis, elle s'en va pas nulle part. Elle est là pour rester. Puis elle va revenir si tu lui donnes pas un câlin maintenant, tu sais. Tout à fait. Ouais. Je pense que c'est un réflexe de plus en plus. Ça te fait sourire. Pourquoi tu ris? Non, du tout. Pourquoi tu ris? Ben, j'aurais pris un fou rire. Il m'a regardé, ça m'a fait un fou rire. Oui, parce que là, je te voyais concentré, puis vraiment à l'écoute. Mais c'est ça. Je pense qu'on cerne quelque chose qui se dit pas souvent. N'essayez pas de comprendre, ressentez d'abord et vous comprendrez mieux ensuite. Ce serait ça plutôt le résumé de tout ça. Il y a des gens qui ont travaillé qui ont fait des choses assez intéressantes en santé mentale, qui ont notamment... il y a une psychologue américaine, par exemple, qui a travaillé sur la relation entre troubles bipolaires et créativité. Et elle a écrit un livre qui est super intéressant si les gens s'intéressent à ça, à ce lien, en fait. Parce que, tu sais, on a tendance à croire que quand on souffre d'un trouble de santé mentale, on est, encore une fois, je reprends ton mot, en perte de quelque chose. On est en déficit de quelque chose. Et elle, ce qu'elle montre, justement, c'est que des gens qui souffrent de troubles de santé mentale, bien, elle a essayé de montrer combien ils ont un champ de créativité qui est différent, ouvert et accessible par rapport à des gens qui ne souffrent pas de ça. Donc, elle a étudié des auteurs, elle a étudié des compositeurs, elle a étudié... Donc, c'est un livre qui est intéressant, en fait, à lire. Ça s'appelle Touched with Fire. Je pense qu'il y a une traduction aussi en français, et c'est Kay Redfield. C'est une psychologue qui est spécialisée là-dedans. Elle travaille essentiellement dans la créativité et le lien créativité-santé mentale. Donc, pour vous qui êtes très créatif,
Ben, ça pourrait être un signe de bonne santé mentale. Ben oui, 100%. Ou de troubles de santé mentale. Ouais, c'est ça. mais qui mène à de la bonne créativité. Fait que... Qui mène à de la bonne créativité. Je vous parlais de... Mais, juste parenthèse, parce que c'est vrai que des fois, c'est une drôle de perception qu'on a du métier qu'on fait, mais ça prend un minimum de folie, dit dans le bon sens du mot. Mais... Je le ramènerais à l'enfant intérieur, moi, un peu. Justement, tu sais, cette permission que tu te donnes de faire ressortir ton enfant intérieur. Puis la créativité a un gros lien, moi, je trouve, avec... En tout cas, tu sais, je parle personnellement avec mon moi enfant intérieur. Si je le laisse aller, c'est là que je m'épanouis un peu plus. Mais je me demande souvent ça, et toi aussi, je veux te poser la question, en fait, pour les gens qui sont des artistes. Enfin, moi, je vous perçois comme des artistes. Ben oui. Et je me dis, est-ce que les fluctuations de votre santé mentale ont un impact sur votre créativité, ou vous diriez non? Oui. Parce que je sais pas si tu voulais... c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais savoir pour toi aussi, parce que vous êtes passé, par des événements de vie, on le sait, qui sont significatifs, qui ont changé des choses, Et je me disais, est-ce que dans les jours où vous êtes plus affecté par votre histoire, ou dans les jours où, au contraire, vous vous sentez bien et heureux et léger, est-ce que ça affecte votre créativité à ce moment-là, et de quelle façon? C'est drôle parce que moi, à un moment donné, il y avait une perception où on se disait que l'humour se créait mieux dans le malheur que dans le bonheur. C'est rough? Ouais, mais à des degrés différents. Mais c'est possible. Mais je veux dire, c'est vous qui savez, au fond. Pour toi, est-ce que tu notes que ça affecte? Moi, je pense que... Je viens de dire que c'est rough, mais il y a quelque chose de comme... De vrai un peu là-dedans, c'est que c'est pas la créativité. Il y a des périodes où je vais être un peu plus down, puis que ma créativité va en ressortir, mais effectivement, il y a un lien. Si je peux dire qu'il y a un lien, il y a un lien. Mais est-ce que ça fluctue, puis est-ce que ça change, puis est-ce que... oui, tu sais, aussi, tu sais, c'est pas non plus juste genre je vais bien, ma créativité va bien. Mais au fond, est-ce que vous vous sentiez plus créatif quand vous alliez moins bien? Mais tu sais, à cette époque-là, moi, de toute façon, j'avais de l'automédicamentation. Enfin, c'est aussi comme ça que je créais. Tu sais, je veux dire, c'est rare que je créais sobre. Ça a été ma plus grande peur aussi quand j'ai justement affronté. Est-ce que je vais continuer à être aussi créatif? Évidemment, comme souvent, on en a parlé dans d'autres podcasts, même dans les questionnaires. Tu sais, les fausses peurs qu'on se fait. Tu sais, je pense que de retrouver d'arrêter de s'automédicamenter parce que ça a plusieurs formes. Une des premières choses que tu réalises, c'est que justement, ces fausses croyances-là, réaffronter mon ordinateur de façon sobre, n'était pas si tough que ça. Puis la drôlerie était encore là. Mais c'était probablement une des plus grosses barrières que j'avais hâte de franchir et qui m'insécurisait le plus. Maintenant, c'est le contraire. Je sais que si je suis dans une bonne journée devant mon ordinateur, ça va bien aller. Si j'ai des choses qui m'énervent, s'il y a des choses que je vis mal, je vais justement les régler pour être je vais être dans un meilleur état pour créer. Ouais. Je vais pas faire, mon Dieu, j'ai une journée de merde! Ça va être drôle aujourd'hui! Ben, ouais. C'est une bonne réflexion à avoir, je trouve, parce qu'il y a plusieurs dimensions à ça, mais... Ben, moi, je note une différence. En fait, moi, je me considère pas comme un artiste, mais si je prends par rapport à l'écriture, si je pense à mes premiers livres, en fait, où le sujet de la colère, le sujet de l'authenticité, etc., j'avais pas exactement la même énergie que dans mon écriture d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des choses qui ont changé. Mais c'est l'expérience aussi. Je pense qu'il y avait tu sais, les premiers livres, mais je sais pas si ça vous fait ça aussi, c'est aussi autobiographique, quand t'écris, même si tu parles de colère puis que tu donnes des conseils aux gens, etc. C'était quand même un sujet qui m'intéressait personnellement, et je trouve que j'allais chercher là une fibre qui était à cette époque-là, peut-être encore en travail intérieur. Et tu sais, c'est quand même presque 20 ans, mon premier livre. Donc, j'étais pas exactement la même personne. J'étais pas non plus exactement le même psy. Donc, pour moi, c'est un peu différent aujourd'hui d'écrire qu'auparavant. Auparavant, c'était peut-être plus intérieur, c'était peut-être plus proche de mon histoire. Aujourd'hui, c'est plus le psy d'expérience, peut-être, qui écrit. C'est là, j'en reviendrai parce que Livia se levait un point tantôt, puis c'est même quelque chose que j'ai écrit dans le nouveau spectacle où je dis,
Moi, je crois à la vie après la mort, la réincarnation, les vies antérieures. C'est ce qui me propulse à vouloir m'améliorer parce que j'espère que dans la prochaine vie, je vais peut-être avoir réglé des choses. Je dis toujours en joke que si j'étais athée, je serais encore plus insupportable. Mais, joke à part, oui. Mais, joke à part, non, mais cette croyance-là, ou cette spiritualité-là aussi, peut t'apporter quelque chose dans ta démarche de santé mentale. Sans dire que toute ta vie est basée entièrement sur ce qu'on dit à l'église, au temple, etc., ce qui est écrit dans un livre, d'avoir... Je sais pas, je veux juste fouiller un peu plus. Non, mais tu m'as fait penser à quelque chose qui, effectivement, résonne vraiment avec ma réalité de ces temps-ci. Puis c'est... En fait, je vais pousser encore plus loin. Puis c'est que la réalisation du pouvoir intérieur altère quelque chose. Fait que oui, ça rentre dans cette spiritualité-là, tu sais. Que tu crois à la vie après la mort ou non, c'est pas ça le point. C'est plus que tu crois en la force d'un être, en ta force divine, ton feu intérieur, justement. C'est probablement la chose la plus importante. Puis effectivement, la chose qui peut peut-être, justement, encore plus te propulser vers l'amélioration de ton personnage, de ta vie. C'est ça, en fait. Peu importe la solution, peu importe la modalité, que les gens aillent vers la religion, la spiritualité, ou qu'ils aillent vers le sport pour se maintenir dans un bon état de santé mentale ou dans une multitude vraiment de solutions. Si ça fonctionne pour la personne, si ça lui permet de se maintenir en équilibre, d'être heureuse, de pouvoir justement vivre sa vie dans la plénitude, moi je dis que c'est exactement parfait comme ça. Le but, c'est moins de discuter finalement des solutions que de savoir qu'on en a plusieurs pour soi. C'est ça qui compte. Puis qu'on a un peu le... C'est... Je pars d'une place où je le sais c'est quoi être paralysé par une mauvaise santé mentale, tu sais. Je veux pas que ça ait l'air banal quand je le dis. C'est vraiment comme je comprends cette réalité-là, mais quand on revient au contrôle, c'est un peu ça. C'est que moi, j'ai fait des choix. C'est d'ailleurs toi qui m'a... Ça m'a full résonné la fois que tu m'avais dit ça. Tout est un choix, tu sais. C'est toi qui crée ta vie. C'est toi qui as le pouvoir au final, tu sais. Puis c'est vrai, j'ai fait des choix qui étaient meilleurs pour mon intérieur à moi. Puis le choix, ça peut être d'aller chercher de l'aide. Hein. C'est pas le choix, c'est pas j'ai le choix, mais en fait je dois aller puiser uniquement en moi. Non, le choix, c'est aussi de se dire je n'y arrive pas tout seul. C'est bien correct d'aller chercher une médication, d'aller chercher une aide d'un professionnel en santé mentale. Oui, encore une fois, peu importe la solution, faut que les gens se sentent légitimés de choisir pour eux-mêmes ce qui leur convient, quoi, sans jugement surtout. Non, mais j'aimerais revenir à quelque chose que j'ai dit au début parce que je pense que je suis pas en train de lancer des fleurs à ma génération, mais on est devenu, en tout cas dans le métier, je me souviens que fin vingtaine, début trentaine, tout le monde allait commencer à consulter. Ça commençait, on ne criait pas sur les toits, et là, j'ai vu l'évolution. En même temps aussi, à cette époque-là, il y avait encore, mon Dieu, quelqu'un qui était un petit peu en détresse, c'était quelqu'un qui cherchait l'attention, on voyait qu'est-ce qui se passe, reviens-en, etc. C'est fou, hein? Oui, je le sais. Et maintenant, on dirait que des fois, le balancier est rendu de l'autre côté, où il y a tellement, on dirait que les gens sont de plus en plus à l'aise de dire que ça va mal, qu'il y a encore cette perception-là de est-ce qu'il y en a qui exagèrent trop, justement, pour... C'est pas clair ce que je veux dire, tu comprends-tu, mais... Des fois, j'entends des arguments de dire c'est pas vrai qu'il peut y avoir autant de monde qui vont mal. Ben, la réponse est oui, tu sais. Ouais, je crois. Ou est-ce que la loupe devient pas plus grande parce que justement, puisqu'on en parle, comme j'ai dit tantôt, les gens qui ont peut-être juste une mauvaise passe, ça se peut aussi, tu sais, que des fois, mon Dieu, soit envahi par toute cette espèce de... Mais je pense... C'est pas clair, hein? Non. Mais c'est qu'il y a plusieurs points qu'on pourrait soulever dans cette intervention-là, mais c'est comme dans n'importe quel mouvement qui a vraiment changé des choses. On n'a pas le choix d'aller dans l'autre polarité. On n'a pas le choix de comprendre les deux polarités pour arriver à un centre. Fait que OK, peut-être qu'au début, on n'en parlait pas assez, puis maintenant, on en parle vraiment trop, mais à un moment donné, ça va arriver à un centre, puis je suis bien contente qu'on en parle trop, entre guillemets, je veux dire, là, parce que c'est vraiment selon ta perception, mais c'est vraiment correct, parce qu'on avait vraiment besoin de
surexposition-là à l'intérieur, puis au non-tangible, non-corps, au psychique, tu sais. On n'avait pas le choix d'aller là-dedans. Check, justement, on revient à ton point initial. Check comment il y a tellement de monde qui en souffre. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au fond, on est loin, je trouve, d'être dans en parler trop, et au contraire, quoi. C'est bien d'en parler, mais il va falloir aussi essayer d'arrimer ça à des aides réelles, en fait, et à des propositions de soutien beaucoup plus accessibles, parce que ça ne fonctionne pas bien, quoi, en fait. C'est anormal qu'il y ait autant de gens en détresse et aussi peu de ressources, quoi. Il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout. Je pense que des fois, on a super de revisiter le système, c'est un peu ça le problème, parce que j'ai lu des trucs qui se passent en Scandinavie où les enfants, quand ils rentrent le matin, ça commence par une session de méditation. Tout à fait, ouais. Tu sais, je suis pas en train de dire que ça règle tout, mais déjà, de rentrer de la cour d'école, de se poser, on sait que pour certains... Tu sais, il y a du monde qui adore l'école, il y en a pour qui c'est un stress, mais peu importe ce que tu vis, d'avoir ce moment-là de poser avant d'attaquer ta journée. Mais quand même, il y a des... Amène ça au Québec, pas sûr que ça... ça commence quand même. Non, ouais, moi aussi, je trouve. Non, mais au Québec, il y a des écoles, il y a des classes où ça se fait maintenant de façon assez systématique. Et c'est marrant que tu dis ça parce que très, très récemment, il y a une maman qui consultait, puis qui me consultait, et elle me disait, j'allais pas bien un matin, puis mon fils l'a vu, puis il m'a dit, maman, t'as l'air stressé, puis jeune, un enfant jeune, là, vraiment très jeune, 7 ans, quelque chose comme 6-7 ans. T'es stressé, maman? Elle lui dit, oui, écoute, je suis stressé. Et il lui dit, assis-toi, puis respire, on fait ça en classe, médite. Alors, elle lui a dit, oui, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, puis ça a pas fonctionné, et je sais pas quoi faire. Et il la regarde, il lui dit, refais-le. C'est une tellement belle histoire. Tellement belle histoire. Quand ça vient de ton enfant en plus. C'est ça, puis elle a dit, c'était une telle évidence que je lui ai dit, veux-tu le faire avec moi? Il m'a dit, oui. Puis on s'est assis, puis elle dit... Je vais pleurer. C'est vrai, c'est très touchant, cette histoire. Mais ça nous indique vraiment le chemin à suivre. Moi, on a besoin de ça. Ouais. Produit, on le sent énergétiquement. Ouais. Les gens, comme on le dit, ont une certaine aise à parler de ce sujet-là, puis tant mieux. Moi, je suis vraiment contente, justement, si on en parle plus que pas assez. S'il vous plaît. Bien sûr. Il y a des choses que je voulais, quand j'ai fait la recherche sur le sujet, il y a des choses que j'ai vues et je voulais avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Go! Donc, c'est lié un peu plus avec ce qu'on appelle l'avenir de la santé mentale, en fait, et donc, notamment, des thérapies numériques. Et thérapies numériques... Explication, s'il vous plaît. Ouais, je suis curieuse. L'explication, en fait, c'est donc, imaginez que il soit 2 heures du matin, vous allez pas bien, vous allez sur un chatbot, donc une plateforme en fait. Oui, je sais de quoi tu parles. Vous commencez, donc c'est une plateforme d'intelligence artificielle, et certaines d'ailleurs sont intelligence artificielle et thérapeute humain réel, hein, mais donc là vous écrivez je vais pas bien, et là le chatbot vous répond, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe, j'ai des idées noires, etc., et éventuellement un dialogue s'établit et ce chatbot vous oriente, hein, au final vers écoute, la bonne ressource, considérant ce que tu dis ou ce que vous dites, je pense que ce serait important que tu puisses... Veux-tu que dans ton environnement, dans ta localité, je te propose des ressources ou je te mette en lien avec des noms de thérapeutes, ou etc., etc. Et ça se développe énormément, de plus en plus. Il y a des initiatives en France, il y en a aux États-Unis. Je cherchais au Québec, en fait, j'ai pas vraiment trouvé. Si les gens en connaissent, n'hésitez pas à nous le dire. Mais je voulais savoir ce que vous pensez d'offrir comme ça ce soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que c'est un service que vous utiliseriez éventuellement? Je pense que c'est honnêtement, je pense que c'est sûr que comme je sais pas si toi tu comprends une dimension que comme je penserais pas à nécessairement maintenant, mais
je pense que c'est une excellente idée. Tu sais, le nombre de fois que, quand on était un peu plus jeune, c'était un peu populaire, là, tu sais, de s'écrire comme, justement, des conversations un peu plus longues, là. C'est weird à dire, mais c'est vrai. Oui. Puis ça faisait du bien, ce genre d'échange-là, un peu comme... À l'adolescence, en particulier. Ouais, tout à fait. Fait que moi, mon premier réflexe, ça serait de dire... Je pense que c'est une excellente idée de juste sentir que tu peux texter puis pas nécessairement parler à quelqu'un au téléphone, c'est moins intimidant. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Toi, donc, bonne idée. Ben oui, mais tu sais, nous, moi, j'ai grandi avec le film Terminator, fait que tout ce qui est intelligence artificielle et robots, joke à part, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprivoise. C'est drôle parce que hier, justement, en fin de journée, moi, je suis allé me coucher avant les kids, puis... À un moment donné, je me suis levé, puis les deux parlaient de Jeff. Les kids étant le vidéaste Matthew. Et moi. Et Olivia, et les deux parlaient de check-down avec ChatGPT par rapport à quelque chose, d'un logiciel de marketing-wise. Puis, tu sais, moi, ça me confronte parce que, tu sais, je veux dire, j'ai ça toujours être en train de parler avec une machine, un robot, comme dans le temps où ce que toi et moi, on appelait à quelque part, c'est un être humain qui nous répondait. Mais parce qu'on vient de soulever aussi le manque de ressources, parce qu'en fait, tu sais, je veux dire, la preuve est quand même à la pluie que c'est quand même bien fait. Donc, je pense que comme première approche, Olivia vient de le dire, ça peut être épargnant d'appeler à un endroit, de parler à quelqu'un. Ça fait que c'est la génération aussi, puis pas juste la génération, mais maintenant, texter peut être plus facile. Fait que si c'est la première porte que tu rouvres, ça peut être très intéressant. Je pense que tant que ça se substitue pas au service d'un 100%. Professionnel, mais pour tout ce qui est de l'ordre de... je pense que ça vaudrait la peine d'aller consulter quelqu'un ou d'avoir une phrase de support, d'avoir quelqu'un, j'ai envie de dire, qui répond, quelque chose, qui répond en fait... Terminator. qui te répond à 4 heures du matin alors que t'es seul chez toi, puis que t'es désespéré et que t'appelleras pas un ami, que t'appelleras pas un parent. Ben moi je dis oui, absolument. L'idée c'est ça enlève la peur d'être jugé, je pense, de parler justement aussi. Et puis une ressource supplémentaire en fait qui ne va pas te faire un diagnostic, mais qui va te dire d'ailleurs, je ne fais pas de diagnostic, mais ce serait important que, etc. Et évidemment, de gérer aussi si la personne est suicidaire, est-ce que ça devrait aller plus loin? Est-ce qu'il faudrait à ce moment-là que le robot puisse détecter et appeler 911? En tout cas, c'est à voir. Je pense que tout ça sont des options qui sont étudiées, en fait, à l'heure actuelle. Mais je pense que j'avais fait un vox pop à un moment donné en collaboration avec justement le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, au Québec. Puis on avait posé des questions par rapport à comme la santé mentale en général. Puis justement, pas tout le monde, mais il y avait beaucoup de monde qui disait je me sens un peu... comment on dit overwhelmed en français? Dépassé. C'est ça, je suis comme... envahi un peu par l'idée de devoir trouver des ressources, tu sais. Des fois, c'est vraiment... C'est comme... C'est suffocant. Oui, et pour ça aussi, ça peut être excellent. Ouais, tout à fait. C'est comme de me faire donner mes réponses en juste chattant puis en disant comme « Hey, je me sens de telle manière, je sais pas trop quoi faire, j'ai besoin d'aide, je suis à telle place. Tout à fait. Ouais. C'est tellement une bonne idée à ce point-là. Ça peut faire une différence, ouais. On utilise de plus en plus maintenant les nouvelles technologies. Notamment, il y a des choses qui se font en réalité virtuelle et on a d'excellents résultats pour le traitement des phobies. Donc, on met par exemple une personne avec ben oui! Tout à fait. C'est, encore une fois, ça fonctionne très bien. Une personne a un casque et donc plongée dans une réalité virtuelle. Imagine que tu aies la phobie de l'avion ou la phobie des insectes. On te place dans un environnement qui va travailler beaucoup avec cette approche des thérapies cognitivo-comportementales, donc l'exposition, parce qu'on apprend à une personne à s'exposer à sa peur pour la démystifier, pour la faire tomber. Donc, ça, c'est aussi de nouvelles utilisations qu'on voit maintenant apparaître. C'est bien intéressant. C'est intéressant. C'est tout un champ vraiment qui s'ouvre de technologie numérique. Vous pourriez utiliser ça? Moi, oui. T'hésites? Non, en fait, parce que, tu sais, exemple, moi, la phobie des serpents, quelle bestiole. J'adore les serpents! Mais, tu sais, je veux dire, je pourrais me voir dans un contexte de... Mais je vois... C'est pas quelque chose à laquelle je serais fermé. Sérieusement, je veux dire... Tu sais, parce que je reviens à dire que pour ma génération, cet avancement de la technologie est très confrontante par rapport
mais je commence à avoir des bienfaits autour de moi. Comme je reviens sur ce que, tu sais, j'étais témoin hier de, tu sais, l'aide et tout. Ce que je viens de dire, d'être capable de, tu sais, c'est pas juste générationnel, mais d'avoir quelqu'un qui peut le dire, comme tu disais, 3 heures du matin, hey, je file pas, puis d'avoir, tu sais, un robot bien rigué, bien qualifié, bien entraîné. Un robot. Mais non, mais c'est juste qu'il y a il y a les informations, mais tu me fais rire. Mais quoi? Non, mais c'est la mécompréhension du AI. Il est genre, what the frick is that? Terminator! Non, mais pour de vrai, c'est une question de perception aussi, parce que c'est un outil qui est excellent. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Ouais, puis que ce soit encadré, puis qu'il y ait des études, qu'on voit aussi quelles sont les limites, qu'il n'y ait pas d'erreur non plus. Mais je vois dans l'utilisation des nouvelles technologies, des choses assez fascinantes. Dernièrement, quelqu'un me disait, je porte une montre en fait intelligente. Donc, ça c'est la personne qui me disait ça. Elle me disait à un moment donné. Je vois ma montre qui m'envoie vraiment un signal pour m'indiquer que quelque chose avait l'air de mal fonctionner au niveau rythme cardiaque. Une personne jeune qui était au travail, je veux dire, il n'y avait rien de... Et au fond, elle a senti que, effectivement, elle se sentait un petit peu... mais après que la montre, en fait, lui ait annoncé, puis elle est allée consulter, effectivement, il y avait un petit enjeu cardiaque. Une arythmie notamment qui a été traitée. Et je me dis, c'est la même chose en fait en termes de, est-ce qu'on peut, par exemple, une des mesures de l'anxiété, c'est notamment le rythme cardiaque parce que... Ben oui, c'est le système nerveux là. Exactement, ou la sudation aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un bon outil de mesure conjugué avec le rythme cardiaque. Et là aussi, les montres qu'on porte, les téléphones qu'on a tout le temps avec nous, s'ils nous permettent aussi de mieux savoir où on en est ou de nous indiquer que tiens, il y a quelque chose à regarder là. C'est pas forcément une alarme, c'est pas forcément très urgent, mais parfois ça peut ramener la personne à elle-même dans le moment présent. Ben, je ramène ça même au message initial qu'on envoyait, puis c'est que tout est connecté. Ce qui est dans ta tête, mais en fait, ce qui s'annonce dans ton corps est souvent un message interne, que ce soit dans ta tête ou vraiment comme dans ton corps que tu vois pas. Là. Mais... le stress, à partir du moment où on se dit « Ah, je me sens stressé », ben on vient de le dire. Je me sens, ça veut dire se sentir, ça vient du corps et ça a d'abord été annoncé par le corps. Ça veut donc dire que plus je vais être au clair avec les signaux physiques qui me parlent de mon état physique ou mental, mieux je vais pouvoir prendre soin de moi. Mais si, encore une fois, on néglige d'écouter ces signaux-là, à ce moment-là, on passe à côté d'une information importante que notre corps nous envoie pourtant. Puis tu sais, c'est de l'intelligence au final, c'est de la compréhension, c'est de la conscience. L'intelligence émotionnelle aussi, c'est ça. Tu voulais dire? Non, mais je sais c'est quoi la perception justement de la communauté médicale par rapport à cet avancement-là technologique intelligent? Ouais, il y a de plus en plus d'ouverture. Je sais que dernièrement au Québec, quelqu'un m'a contacté en me disant on veut développer des outils numériques, des outils psychologiques numériques. Est-ce que vous voudriez participer, etc., etc. Ça devient un courant majeur. Il y a vraiment plein d'initiatives. J'en ai trouvé en France, aux États-Unis. Je vois qu'au Québec, ça commence à se mobiliser. Donc, et ce sont des outils qui sont disponibles et pas forcément tous ne sont pas coûteux, là. Il y a aussi des groupes de soutien qui existent en ligne, c'est-à-dire tout simplement des gens qui disent moi, j'ai telle difficulté, je souffre de tel trouble mental, je souffre d'anorexie, je souffre de dépression. Et il y a des gens qui se regroupent en ligne, en fait. Et là, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir du soutien. Et c'est vrai que cet aspect communautaire du traitement justement de la santé mentale, il est essentiel. Le sentiment d'appartenance. Absolument, je ne suis pas seul. Ah tiens, l'histoire de cette personne me rejoint. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, je vais essayer peut-être moi ça aussi, quoi. Ben, je suis content que tu parles de ça, justement, là, je suis pas seul, parce que c'est quelque chose que je remarque souvent en humour, en show, quand tu lèves une situation sociale X, Y, Z dans laquelle tu peux faire des blagues, mais la réaction je vois beaucoup de choses, des fois avancées, où ce que les gens font, de par la réaction des autres, je suis pas tout seul qui... Ouais. Et je me sers de ça pour dire que c'est malheureusement le problème. Tu sais, justement, lorsqu'on parle de santé mentale, problème X, Y, Z, tu penses souvent que t'es seul à le vivre. Tu sais, fait que heureusement que ces groupes-là sont capables de faire. Quelle libération de faire. Ah, OK!
Vous, OK, c'est plus répandu que je pensais. Ah, aussi quelqu'un d'autre. Ah, puis toi, comment tu le vis ça? Puis déjà là, c'est une libération. Mais faut pas non plus juste se fier à OK, ben là, il y a plein de monde qui le vivent, c'est une normalité, tu sais. Je pense que c'est un manque. Non, mais je sais que c'est pas ça que tu disais, mais je pense que c'est juste quand même important de le mentionner. Puis même que moi, il ne reste pas beaucoup de temps, fait que j'allais aller vers justement les solutions un peu plus, tu sais, ce serait quoi si tu sens que t'as comme une baisse de santé une baisse de santé mentale, ça se dit comme ça se dit-tu? Ben, en tout cas oui, que tu sens moins bien sur le plan de la santé mentale, ou effectivement une mauvaise santé mentale, c'est l'inverse finalement. Si on est affecté, si on fonctionne moins bien, c'est un peu ce qu'on disait au début. À ce moment-là, les solutions, la première, c'est déjà d'avoir la conscience de ça, c'est-à-dire de remarquer que quelque chose a changé, de faire confiance parfois aussi à l'entourage qui le voit avant nous. Tu sais, je te trouve différente ou différente, t'es plus irascible, t'es plus triste, tu viens moins à nos rencontres, où on a moins d'accès à ça, à toi. Je pense que ça, c'est souvent des signaux précurseurs. Et puis, effectivement, de faire des recherches, notamment sur Internet, de se dire, ben tiens, si j'ai cette difficulté de voir, justement, pour l'intelligence artificielle, de poser des questions, j'ai cette difficulté, quelle peut être la première démarche pour avoir des idées? Évidemment, si on peut parler à nos amis, à nos parents, à un conjoint, une conjointe, c'est aussi ça, le rôle de l'entourage, c'est d'être bienveillant, de nous soutenir dans les moments difficiles. Ben oui, parce qu'en général, notre entourage veut notre bien. Puis je sais que c'est pas évident. Des fois, les gens ont peur de dire quelque chose à quelqu'un, dépendant de comment ça va être pris, et vice-versa. Des fois, on est fermé, même si on le sait. C'est l'acceptation, des fois, est du problème, est difficile. Ben, pas des fois. Tu sais, c'est difficile d'accepter quelque chose, surtout quand il y a un rapport avec ta personne. Oui, personne ne veut se dire « je vais pas bien ». Ou j'ai fait quelque chose de mal. Je fais quelque chose de mal qui fait en sorte que je vais pas bien. C'est difficile de se dire ça. Fait que, je veux juste rappeler aussi l'importance de l'ouverture, puis l'importance de du non-jugement. De l'autocompassion, de la gratitude, tout ça. Oui, tout ça, c'est super important. Et surtout, d'écouter le trio psycho, parce que c'est le meilleur moyen. Tout part d'ici. Oui, on révolutionne le monde. C'est pas tout part de toi, c'est tout part d'ici. Exactement. J'adore! C'est vraiment le fun. Je suis contente qu'on ait parlé de que les gens aient confiance, que les gens aient vraiment confiance. Il y a plein de choses à faire, de ne pas se décourager. Et puis... Ouais, puis honnêtement, moi, j'ai toujours dit... Une chose que je regrette, c'est souvent d'avoir vu un problème comme un signe de faiblesse. Parce que de toute façon, personne n'est parfaite. Personne n'a cette force-là infinie. Ouais, non. Donc, tu sais, honnêtement... À chaque fois qu'à un moment donné, puis je parle pas juste de moi, les gens autour qui ont fini par avouer un problème X, Y, Z, déjà dans le soulagement, la libération de l'acceptation de ce dit problème, te propulse quasiment naturellement vers la solution. Tout à fait. C'est pas une faiblesse, c'est une vulnérabilité. Et l'idée, c'est de faire de ces vulnérabilités des forces. En fait, sais-tu quoi? J'adore ce mot-là, vulnérabilité. Je trouve que justement, les gens vont peut-être l'apprivoiser plus facilement que le mot faiblesse, défaite, je suis pas... Non. C'est correct d'être vulnérable. Ah oui, oui. Puis vraiment, cette idée, une vulnérabilité, devient une force. Mais alors, quoi rajouter, except... C'est ça. On se voit au prochain épisode. Prochain épisode. Trio Psycho.